BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Ça y est, on a retrouvé le micro et la voix. Je disais qu'on va aller assister à un grand déspackage en direct. Vous savez, ces SPAC, c'était ces coquilles vides qui levaient de l'argent pour essayer de trouver une cible. Et puis ensuite, une cible, une entreprise, il lui permet de se coter rapidement. C'était la folie, une folie meurtrière à Wall Street. On voit bien que ça ne l'est plus. Mais en revanche, à Paris, ça marche et ça va marcher ici en direct. Bonsoir Éric Maris. Bonsoir Edwige. Je vais retrouver ma voix dans un instant. Ex-patron de Lazare, associé avec Jean-Marie Messier, on s'en souvient. Aujourd'hui, vous êtes chez Advent et vous êtes le patron de SPAC, ce SPAC que vous avez créé, ce SPAC Transition, avec d'autres fondateurs. Vous allez nous présenter ça. Et puis face à vous, celui que vous avez rencontré, avec qui vous allez vous déspaquer, Pierre Brosselet, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes fondateur et président d'Arven Group. Arven Group, moi je dis lithium de France, parce qu'en fait vous avez une volonté de devenir un des leaders dans le lithium en France, et puis aussi dans la géothermie. Vous allez tout nous raconter. D'abord, les SPAC, c'est quoi? Et comment vous avez créé votre SPAC? 200 millions, hein? Oui, un peu plus. Alors d'abord, j'en suis pas le patron du tout. J'en suis un des 3 fondateurs aux côtés de Xavier Caïtucoli, qui lui, pour le coup, était le patron et fondateur de Direct Énergie, et d'un fonds d'investissement qui s'appelle Eiffel Essentiel, piloté, très, très réussi, grande réussite dans l'asset management, piloté par Fabrice Dumonteil. Okay. On l'a levé il y a un peu plus de 2 ans maintenant sur une thématique. Le SPAC, c'est des fondateurs, des sponsors qui, sur une thématique, lèvent de l'argent sur leur nom, sur leur track record, avec l'idée d'investir dans un secteur sur une thématique particulière. Celle qu'on avait choisie, nous, était celle de la transition énergétique. Ok, oui, vous direz, c'est dans l'air du temps. Oui. Et vous, ça a marché, visiblement, puisque vous avez une cible en face de vous, en l'occurrence. Alors écoutez, ça a marché. On a cherché pendant presque un an et demi, et puis il y a à peu près 1 an, on a rencontré Pierre et ses équipes. On a trouvé que son projet, dont il va vous parler infiniment mieux que moi, était formidable, intéressant, tout à fait adapté à ce qu'on avait envie de faire et au fait d'être coté en bourse. Et de cette année de travaux en commun, on aboutira demain aux assemblées qui fusionneront le SPAC et Arven Group. Oui, on va dire en France, grosso modo, et je crois qu'il n'y en a eu que 4 qui ont marché, ou 4 par 5. Il y en a eu 6 qui ont été levés à Paris, et on sera le 3e à faire un déspackage, comme vous disiez. Voilà, c'est ça, un déspackage, pas très joli comme expression, mais je pense qu'avec suivi d'une introduction en bourse, mardi, donc c'est en avant-première que vous êtes là, Pierre Brosselet. Vous, votre histoire en 2 mots, vous êtes un ancien Total Energy, vous connaissez par cœur l'énergie, c'est votre métier depuis très longtemps. Vous avez créé cette boîte, Arven Group. Oui. Avec des très grandes ambitions, puisque vous voulez devenir le futur leader français de la géothermie. Hein, je lis ce que vous avez écrit. Hein. Faire la première production en géothermie en 2025 et premier producteur en lithium géothermal en 2027. C'est bien, vous avez des grandes ambitions. Je crois que la géothermie le mérite, et le lithium géothermal mérite cette ambition, donc on y reviendra. Et effectivement, après un parcours d'une 20aine d'années dans l'industrie du sous-sol, j'ai décidé en créant Arven de mettre au service de la transition énergétique une expertise qui se raréfie, qui est de plus en plus difficile à trouver, sur une thématique bien particulière qui est une transition énergétique à travers les ressources du sous-sol. Ouais. Voilà, donc effectivement, dans un peu moins d'une semaine, ou une semaine même exactement, nous allons passer sur Euronext grâce à la rencontre et au mariage avec les 3 fondateurs de Transition. Donc vous allez fusionner et vous allez vous introduire. Là, vous aviez levé un SPAC de 200 millions à peu près, c'est ça, d'euros. Ça veut dire qu'en bourse, vous allez valoir à peu près 200 millions, je crois pas un petit peu moins. Hein. Non, alors légèrement la valorisation, plus. Légèrement plus, puisque nous allons ajouter donc le montant, enfin les montants levés par le SPAC Transition à la valeur déterminée et agréée de la société Arven. Donc au moment de la fusion, nous allons additionner ces 2 valeurs, et qui sera effectivement un peu plus élevé que le simple cash de transition. Oui, et le prix d'introduction, on ne le connaît pas encore. Non. Enfin, pardon, si, les SPAC, tous les SPAC s'introduisent ou valent 10 €.
Le prix de l'action d'un SPAC, c'est 10 €. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on a calibré la parité de fusion avec Arverne. Et grosso modo, on arrivera à quelque chose qui est 50-50. 50% qui ira aux actionnaires du SPAC, ceux qui ont laissé leur argent dans le SPAC, et 50% pour les actionnaires existants d'Arverne. Alors, maintenant j'ai à peu près retrouvé ma voix, je vais pouvoir reposer des bonnes questions. Les SPAC, pourquoi s'il y a eu une folie meurtrière, je disais meurtrière, à Wall Street et même ici à Paris, on a l'impression que tout le monde voulait lever des SPAC, on recevait plein de gens, le SPAC c'est formidable. Aujourd'hui, je suis content de vous rencontrer, Éric Maris, mais vous êtes quasiment un des seuls. Il y a eu évidemment celui de Pigas, Xavier Niel sur InVivo, mais il y a eu avec aussi Moisy, et puis il y a eu évidemment celui sur Capton, c'est la production audiovisuelle. Il y a eu 10 heures aussi. Oui, 10 heures. Bon, ouais, mais justement, 10 heures, bon, ça n'a pas très bien réussi. Parce que la difficulté, pour ça je vous pose la question, c'est qu'après, c'est une déception boursière très souvent. Alors, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe, et 2, pourquoi vous allez réussir ? Alors d'abord sur les SPAC, ça a été un phénomène assez ponctuel, d'une ampleur assez considérable, en particulier aux États-Unis, fin de l'année 2020, début de l'année 2021. Il faut se souvenir que c'est une époque qu'on a presque oubliée, celle des taux d'intérêt négatifs et des afflux de liquidités absolument considérables. Il y avait évidemment trop d'argent dans le système, tout le monde a essayé d'en profiter ou avait de bonnes idées pour ce faire. Aux États-Unis, il s'est levé des centaines de SPAC. Le phénomène en Europe a été beaucoup plus restreint. Je crois que le chiffre, c'est à peu près une trentaine de SPAC qui ont été levés au travers de l'Europe, dont une petite dizaine en France. Alors nous, d'une certaine manière, on a eu de la chance, c'est qu'on a levé le nôtre tout à fait à la fin de cette comète, puisqu'on l'a levé en juin, et donc on a eu à se donner beaucoup plus de mal que certains de nos camarades qui étaient passés avant, et on a pour une large partie de vrais investisseurs qui étaient intéressés par les idées qu'on pouvait leur proposer et les projets qu'on avait, et qui vont donc nous suivre, ou qui nous suivent, dans le projet de fusion aujourd'hui avec Arverne. Par ailleurs, les SPAC ont été, en particulier aux États-Unis et ailleurs aussi, ont subi le contre-coup du reflux de toutes les valeurs de tech qu'on a vécu ces derniers mois ou depuis un peu plus d'un an, puisque les SPAC avaient surtout été utilisés pour introduire en bourse des sociétés de tech. Donc ils ont pris ce rééquilibrage des valorisations de plein fouet. Pierre vous l'expliquera. Certains ont voulu récupérer aussi leurs fonds qu'ils avaient investis parce qu'ils en avaient besoin. Ouais. Voilà. Alors il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui ont récupéré leurs fonds. Il y a à peu près, je crois qu'en Europe, c'est un peu moins d'un tiers des SPAC qui ont fusionné, donc qui ont fait ce qu'on se prépare à faire avec Pierre. Donc tout cela, ils ont rendu l'argent, donc il n'y a pas aucun mal n'a été fait aux investisseurs. Ils ont eu un investissement à taux zéro pendant 2 ans. Ouais, d'accord. Et donc là, tous les actionnaires de transition suivent l'opération ? Non, alors il nous en reste, on a un chiffre de suivi qui est un gros tiers des investisseurs qu'on avait à l'origine nous suivent, ce qui est un chiffre qui dans l'absolu paraît pas très élevé, mais qui est un record probablement pour un SPAC. Pierre Rosselève, oui, allez-y. Non, pardonnez-moi, juste pour revenir, donc, et c'est pour ça que je vous disais que la valorisation n'était pas tout à fait connue, puisque à l'heure où on se parle, on finalise la levée de fonds, il y a encore quelques investisseurs qui rentrent, et donc cette valorisation dépend du montant exact qui sera levé au final. Combien sera de votre société sera introduit en bourse ? 100%. 100%, la totalité. Oui. Ah oui. D'accord. Ok. Donc c'est un sacré pari que vous faites. C'est un pari, mais c'est un pari osé. C'est un pari. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait ? Alors ça m'apporte plusieurs. Alors quand je dis ça apporte à la société, oui, bien sûr, pas simplement à son fondateur. Une opportunité en or pour parler d'un sujet qui jusqu'à aujourd'hui était assez peu connu, voire même très méconnu, donc la géothermie, qui a toute sa place dans le mix énergétique, on va en parler, et puis d'un autre sujet qui est pour le coup un peu plus atomique, si je puis dire, qui est le lithium, où là tout le monde en parle, parce que demain on doit décarboner l'industrie de la mobilité, on va dire, et ça passe donc par la fabrication de batteries qui elles-mêmes sont construites à partir en grande partie du lithium. Donc ça nous apporte une exposition qui va nous autoriser à parler de ce sujet, à exposer ce sujet. Donc c'est pas uniquement une question financière, c'est également une question de parler au marché, de raconter une histoire. On a une très belle histoire à raconter. On est persuadé que nous serons champions français. Alors, racontez-la 2 secondes, parce que le lithium, je recevais la patronne d'Eramet lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Elle nous parlait de ce qui se passait à Strasbourg, justement, l'extraction du lithium par la géothermie. C'est exactement ce que vous faites. Et vous, en plus, vous avez des droits d'exploration un peu partout. Mais comment vous les avez obtenus ? Comment vous comptez exister là où tout le monde a besoin de lithium ?
comment est-ce qu'une société, vous, pour l'instant, vous êtes petit quand même, vous avez 10 millions d'affaires, même si vous allez le valoriser beaucoup, comment est-ce que vous faites? Comment vous comptez résister? Alors, on fait plus que résister, puisqu'on voit qu'on est même très rapide par rapport à d'autres, qui ont à la fois d'autres priorités et puis d'autres contraintes de grosses sociétés. Donc nous, on bénéficie à la fois d'une agilité de petites sociétés, de PME, d'une PME quand même de 150 personnes, et bientôt le double. Donc ça nous permet d'aller vite. Et la deuxième jambe, on va dire, du projet, c'est l'expertise qui principalement vient de l'industrie pétrolière. Donc on a la chance, mais ça a été notre modèle, c'est notre ADN, d'avoir avec nous des experts, des spécialistes de ce qu'on appelle la géoscience, les opérations à grande profondeur qui vont faire que cette industrie du lithium géothermal verra ou pas le jour. On a besoin aujourd'hui de cette expertise qu'on apporte. On a besoin de combien de lithium là, avec toutes les gigafactories qui se lancent? On parle encore de Vercors. On a besoin de combien de lithium en 2024 par exemple? En 2025 plutôt? Non, en 2024, on n'y sera pas encore puisque les gigafactories vont commencer à produire effectivement après 2025. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on apprend l'arrivée et la construction de nouvelles gigafactories tous les 6 mois, mais si on table sur les 4 gigafactories qui seront a priori construites en France, on aura un besoin qui sera compris pour donner une fenêtre très large entre 100, 150 et 200 000 tonnes de lithium par an. Produit, donc dans ce qu'on appelle en qualité batterie. Bon, aujourd'hui, le lithium géothermal, qui encore une fois était très peu connu il y a quelques années, hein, on connaît le lithium minier, le lithium des salars, ce lithium géothermal pourra contribuer... C'est un procédé différent. C'est un procédé différent, on va en parler. De l'eau, oui. Exactement, c'est extrait de l'eau, c'est dissous dans l'eau. Ce lithium pourrait contribuer, le lithium géothermal, jusqu'à un petit 50% du besoin français des gigafactories en lithium. Donc ce n'est pas un sujet marginal, c'est un sujet qui est éminemment stratégique et qui en plus est local. Donc à l'heure où on doit parler de souveraineté, à l'heure où la souveraineté est devenue le maître mot de la France et de l'Europe s'agissant des questions énergétiques, il est absolument crucial de parler de ce lithium géothermal. Est-ce que c'est accepté? Parce que l'avantage peut-être du lithium géothermal, il est peut-être mieux accepté par l'opinion publique que l'extraction minière, ou pas? Non, vous avez l'air sceptique. Non, moi j'ai tendance à dire que oui, avec un grand O. Maintenant, d'aucuns vous diront que c'est plus compliqué techniquement, donc ce sera forcément pas simple en termes d'acceptabilité. Il faut savoir que ce lithium est un lithium vert, donc c'est un lithium dit bas carbone, puisqu'il est extrait d'une énergie, en l'occurrence la géothermie, qui elle est totalement verte et renouvelable. Donc c'est un lithium qui présente des avantages indéniables par rapport au lithium minier et au lithium des salars, c'est que c'est un lithium bas carbone et c'est un lithium, comme je le disais, français. Donc maintenant, comment réagira à la fois la tutelle, le gouvernement, c'est la question que j'allais vous poser. Et les populations? L'avenir nous le dira, mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est que ça marche plutôt bien. Là, pour l'instant, vous avez combien de sites exploités? Alors, on parlera de sites, on parlera plus de sites quand la production aura commencé. On n'en est pas encore là. On parle d'une première production de lithium qui sera issu de Lithium de France en 2027. Mais avant cela, on a toute une série d'étapes qui consistent d'abord à aller demander et obtenir des permis auprès de l'État. Vous en avez obtenu. Donc on en a obtenu, pour l'instant on en a 3 chez Lithium de France. Et ensuite, on va dire, à démarrer un cycle opératoire qui commence par une campagne d'exploration pour aller faire une grande échographie du sous-sol et ensuite opérer ce qu'on appelle le juge de paix, qui est le forage, donc des forages entre 2000 et 2500 mètres, pour véritablement mesurer les quantités de lithium qu'on pourra produire sur la durée. Et les clients, vous les avez déjà, ils sont facilement identifiables, mais est-ce que vous les avez déjà sollicités ou c'est le rôle d'Éric Maris avec son énorme carnet d'adresses? Alors on compte beaucoup sur Éric, Fabrice, Xavier et les investisseurs que nous accueillons avec vraiment beaucoup de fierté. Vous avez Renault devant, il y a l'État aussi qui est aussi présent à travers l'ADEME. Oui, alors là on parle en l'occurrence de l'ADEME Invest, d'un actionnaire qui ne sera pas forcément un acheteur du lithium. Les acheteurs viendront à nous, vous l'avez dit tout à l'heure, les besoins en lithium sont colossaux et nous allons produire et mettre sur le marché un lithium qui ne fera pas 3 fois le tour de la planète avant d'être proposé justement à Renault et à Stellantis. Donc on imagine aujourd'hui qu'on n'aura pas trop de difficultés, sauf à ce que les coûts explosent, ce qui ne sera pas le cas, aujourd'hui c'est sous contrôle, pour vendre ce lithium à la fois des constructeurs automobiles comme vous l'avez cité, comme Renault ou Stellantis, mais aussi des constructeurs de batteries, voire des constructeurs de cathodes. Ouais. Mot de la fin, Éric Maris, juste, vous l'avez identifié comment? Vous avez cherché pendant longtemps.
Et c'est quoi les objectifs que vous voulez fixer en termes de croissance, pardon? Alors, on a cherché pendant 1 an à peu près, puisqu'on a levé le SPAC au mois de juin et qu'on a rencontré Pierre au mois de septembre, donc un peu plus d'1 an. Écoutez, je crois qu'on a été tout de suite très séduit par son projet, par la qualité des gens qui l'entourent, par celle de son équipe. Et alors, quant aux perspectives de croissance, je crois que ce qu'on a disclosé quand on a annoncé notre opération ensemble, c'est qu'on pense que on produira de l'ordre de 30... Ils produiront, moi je ferai rien évidemment, on produira de l'ordre de 30 000 tonnes de lithium par an, et le cours de la tonne de lithium aujourd'hui, c'est 60 ou 70 000 euros la tonne. Donc c'est plusieurs milliards de chiffre d'affaires avec une marge très élevé, parce qu'il s'agit d'une industrie essentiellement de coûts fixes que sont les forages. Donc on a devant nous un futur géant de l'énergie européenne, française, avec des chiffres qui peuvent devenir colossaux. Espérons, puisque vous étiez notre invité. Merci beaucoup Pierre Brossolette d'avoir été avec nous. Merci Eric Maris, et puis surtout merci d'avoir un peu despaqué, donc je le dis en direct. AG demain, introduction en bourse, Euronext mardi prochain. Merci.